bienvenue dans Droit devant sur ANews Workwell. J'ai le plaisir de recevoir une habituée de l'émission, Héloïse Hérault, avocat spécialisée en droit social chez Ezeis Avocats, qui va nous parler aujourd'hui de la santé mentale au travail. Sujet important. D'ailleurs, on a déjà fait une émission qui vient de sortir hier sur nos plateformes d'ANews Workwell sur la santé mentale au travail. Je vous invite à la regarder. Bonjour Héloïse. Bonjour Claire. Tu vas bien ? Écoute, très bien. T'as l'air en pleine forme. Il commence à faire beau, voilà. C'est agréable. Alors, le sujet l'est moins, en revanche, mais je suis ravie de t'avoir avec moi pour en parler. Le 10 octobre 2024, en tout cas, marquait la 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale. Initiée en 92, cette journée, elle vise à sensibiliser le public aux enjeux de santé psychologique avec le soutien actif de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Un événement intéressant puisque la santé mentale devient un sujet de plus en plus préoccupant. En France, les troubles psychiques trouvent aussi leur place au travail. La souffrance des employés ne cesse d'augmenter. Si les entreprises interviennent peu à peu afin de prévenir les risques psychosociaux, le chemin vers une prise en charge optimale reste encore long. À l'occasion de cette journée mondiale, je vous donne quelques chiffres qui sont liés à la santé mentale des salariés. Donc ces chiffres viennent d'une étude menée par le cabinet Empreinte Humaine qu'on a reçu justement dans notre émission Workwell et vous la dernière fois avec Christophe Nguyen, psychologue du travail. Et puis Opinionway, selon leur baromètre qui date de 2024, donc qui est assez récent. 42% des travailleurs sont dans un état de détresse psychologique. Pour 55% des salariés français, le manque de temps est la cause numéro 1 de leur mal-être au travail. 1814 maladies professionnelles relèvent d'affections psychiques selon un rapport de l'assurance maladie. 7% des Français souffrent de burn-out sévère, soit environ 30 000 personnes en détresse psychologique au travail. Et 67% des salariés français vont au travail sans enthousiasme. Si le chemin est long, les mentalités en tout cas ont évolué. Rappelons que depuis la loi du 2 août 2021 pour renforcer la santé au travail et sa déclinaison dans le 4e plan santé au travail 2021-2025, nous sommes entrés dans une logique de prévention des risques et non plus de réparation. Alors Héloïse, première question, qu'est-ce que la prévention ? Alors c'est une très bonne question Claire. C'est vrai que les chiffres que tu viens de citer sont alarmants. Alarmant parce qu'on est face à une évolution de la société qui clairement va pas en s'améliorant. Et donc le gouvernement a un peu changé son fusil d'épaule. Et comme tu viens de le dire, on n'est plus dans une logique de réparation. On n'attend plus en réalité que les choses s'enveniment. On est plutôt dans une logique de prévention qui vise à intervenir en amont pour anticiper et mettre en place les mesures adaptées en lieu et place de se concentrer sur le principe de la réparation financière. Donc vraiment, on vient mettre en place en amont toutes les mesures nécessaires pour améliorer ces chiffres qui sont très graves. Oui, alors justement, quel est l'intérêt finalement de partir sur cette logique de la prévention ? Alors Claire, je dirais que cette logique de prévention, elle a 4 grands enjeux auxquels doit faire face toute entreprise. C'est d'abord un enjeu humain pour préserver la santé des salariés et leur intégrité physique et mentale. C'est quand même vraiment le véritable enjeu de cette prévention. Il y a quand même un enjeu financier derrière tout ça, puisqu'il faut maîtriser le taux des cotisations AT-MP, c'est-à-dire accidents du travail, maladies professionnelles, éviter les coûts liés aux accidents et aux maladies, et surtout préserver la capacité de production des entreprises, puisque la santé mentale au travail, si un salarié n'est pas bien, il a une capacité de production qui est nécessairement moindre. On a un 3e enjeu qui sont les enjeux juridiques. On va éviter des pénalités, des responsabilités dont on discutera certainement tout à l'heure. Et puis le dernier enjeu de cette obligation de prévention, c'est des enjeux sociaux, puisqu'il faut améliorer les conditions de travail, réduire l'absentéisme et donc vraiment améliorer cet état de la société. Alors, il faut le rappeler, cette obligation, elle est rattachée à un grand classique que nous connaissons, Claire, qui est l'obligation de sécurité de moyens renforcés de l'employeur. Oui, donc on en entend souvent parler, Héloïse, effectivement, mais ça couvre quoi comme obligation ? Alors, cette obligation de sécurité de moyens renforcés, ce qu'il faut savoir, Claire, c'est qu'à l'origine, on était sur une obligation de sécurité de résultat de l'employeur. C'est-à-dire qu'on considérait que l'employeur était garant des conditions de travail des salariés et ce qui importait, c'était le résultat. Peu importe ce qu'il avait fait en amont, s'il y avait un accident, s'il y avait des responsabilités à engager, il était automatiquement mis en jeu. Bon. Aujourd'hui, avec cette logique de prévention, on est passé davantage sur une obligation de sécurité de moyens
renforcée quand même, donc elle tend quand même clairement à une obligation de sécurité et de résultat, mais on est aussi sur une obligation de moyens, ce qui veut dire qu'on va venir voir en amont si l'employeur s'est comporté comme un bon père de famille, c'est-à-dire est-ce qu'il a été juste dans la mise en place des mesures, est-ce qu'il a bien anticipé les éléments, et si le risque s'est concrétisé, finalement, sa responsabilité ne sera pas automatiquement mise en cause, puisque s'il s'est comporté comme un bon père de famille, on va neutraliser sa responsabilité en dépit du risque qui s'est matérialisé. Alors, quand on parle de responsabilité, c'est quoi justement ces responsabilités ? Alors, la première à laquelle on pense, c'est la responsabilité civile, qui intervient dès lors qu'un manquement à son obligation légale de sécurité a contribué à la survenance d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Mais elle intervient également même si l'accident ou la maladie professionnelle ne s'est pas matérialisé. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que on peut être sur une mise en danger du salarié sans que le risque se concrétise. Et si l'employeur n'a pas fait en amont, j'allais dire en aval, en amont, il n'a pas fait le nécessaire, peu importe que l'accident soit intervenu, il a sa responsabilité civile qui peut être engagée. Cette responsabilité civile, elle peut également être engagée au niveau de ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Ça, c'est une notion extrêmement intéressante qui est souvent mise en œuvre dans la santé mentale au travail. L'employeur doit avoir mis en place toutes les mesures nécessaires lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Donc, on va vraiment regarder en amont si l'employeur était en capacité de se rendre compte que le salarié était éventuellement en danger. Je pense peut-être à des salariés qui sont sur des échafaudages, par exemple, Claire, à qui on ne fournirait pas des harnais. Bon, on va difficilement considérer que l'employeur n'était pas au courant qu'ils étaient en danger sur cet échafaudage, et donc il aurait dû avoir conscience que le harnais était quand même la base de la sécurité des salariés. Donc cette faute inexcusable, elle vient en plus de la responsabilité civile. Et puis, on a, j'allais dire malheureusement, mais la responsabilité pénale, qui est codifiée à l'article du Code du travail par une amende délictuelle de 10 000 euros, qui est l'article L 4741-1 du Code du travail. Mais on a aussi l'aspect purement pénal, où là, on a effectivement soit la mise en danger d'autrui, soit l'homicide involontaire, si il y a malheureusement un décès. Donc, ce sont vraiment des responsabilités qui sont pas exclusives l'une de l'autre, mais pas nécessairement cumulatives, et qui ont des conséquences extrêmement importantes pour les entreprises. On va parler maintenant du médecin du travail qui a un rôle énorme à jouer, selon moi, qui serait un acteur qui devrait intervenir, selon toi, aux côtés des entreprises pour apporter sa pierre à l'édifice ? Alors oui, le médecin du travail, j'ai lu un jour un article qui disait que le médecin du travail, c'est presque le nouveau DRH de l'entreprise. Alors c'est un peu exagéré, mais il a une réelle présence dans cette logique de prévention, puisque c'est vraiment le garant médical en fait du suivi des salariés. Donc on pense tout de suite, quand on dit médecin du travail, on pense tout de suite au suivi médical des salariés, donc tout ce qui est organisation de visite médicale d'embauche, qu'on appelle maintenant la visite d'information et de prévention, les visites de reprise, d'aptitude, c'est lui qui dit si le salarié, on en a parlé Claire dans un précédent podcast, il dit si le salarié est apte ou inapte à exercer ses fonctions. Il conduit aussi des actions de santé au travail pour préserver la santé des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel, en fonction de leur âge, des risques. Mais il peut aussi assister, par exemple, c'est assez intéressant, à des réunions du CSE, du comité d'entreprise anciennement, au cours desquelles, en fait, il va pouvoir aborder des points qui vont être mis à l'ordre du jour sur les questions relatives à la santé, sécurité, aux conditions de travail. Bref, il est ce qu'on appelle un passage obligatoire aujourd'hui dans les échanges qu'on peut avoir sur la santé mentale au travail. C'est-à-dire que l'employeur aujourd'hui ne peut pas ignorer la présence du médecin du travail, et il a même une obligation de le faire intervenir parce que chacun son métier. Le médecin du travail, lui, a des compétences médicales que n'a pas l'employeur. L'employeur a des compétences techniques sur ses métiers en opérationnel que n'a pas le médecin du travail. Et donc, on est face vraiment à deux acteurs de l'entreprise qui sont devenus des piliers dans cette notion de santé mentale au travail. On parle souvent de jurisprudence ensemble, mais est-ce que tu as un cas concret à nous raconter pour qu'on comprenne mieux ? Alors, je sais que tu aimes bien mes jurisprudences, Claire. Je trouve que c'est important parce que souvent, quand on expose comme ça des notions qui sont juridiques, on aime bien se raccrocher à des histoires. Alors, j'ai 2 petites histoires à te raconter qui vont certainement te faire sourire, mais qui vont nous aider à appréhender un petit peu ces notions. Dans la santé mentale au travail, on parle souvent du stress et du harcèlement moral.
J'ai une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui date pas d'hier, qui est de 2004, mais je la trouve très, très intéressante parce qu'on avait un salarié, je vais pas donner tout de suite son poste pour que tu comprennes l'histoire, on avait un salarié qui se plaignait auprès des juridictions en disant, voilà, mon employeur me harcèle, j'ai du stress tout le temps au quotidien sur mon travail, il y a une exigence qui est demandée de moi qui est trop grande, ça entraîne chez moi une dégradation de mes conditions de travail et donc je demande à ce que l'employeur soit condamné à réparer ce préjudice. Et là où, si tu veux, cette jurisprudence est intéressante, c'est que la Cour d'appel de Paris a considéré que le stress du salarié était en réalité inhérent à son poste. C'est-à-dire que tout stress, aujourd'hui, ne peut pas être facteur de dégradation de travail ou alors ne peut pas être déclencheur de la responsabilité de l'employeur. Alors, que faisait ce salarié ? Ce salarié était dans les corps d'élite. Donc, nécessairement, Claire, le stress qu'il avait au quotidien était, en tout cas, à sa fonction, quoi. Voilà, était en tout cas suffisamment raisonnable du point de vue du juge pour dire que ça ne pouvait pas entraîner la responsabilité de l'employeur. Et c'est important de dire qu'en fonction de la nature du poste, on peut avoir un degré de stress plus ou moins élevé. Et ça n'a pas nécessairement une incidence sur la responsabilité de l'employeur. Là, l'idée, c'est peut-être justement de savoir mieux gérer son stress et faire en sorte de mettre en place des actions qui font qu'on s'organise mieux. C'est exactement ça. Voilà. Alors, l'imprudence du salarié ne dispense pas le juge de vérifier si l'employeur a manqué ou non à son obligation de sécurité. Tu vas nous parler d'une autre histoire. Alors oui, c'est une histoire sur l'imprudence du salarié que je trouve extrêmement révélatrice. Alors, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2023, donc plus ou moins récent quand même. On a un salarié qui travaillait au sein d'une association et Claire, ce salarié a été envoyé à Haïti en mission. Il était responsable d'un programme éducatif et il a été placé en arrêt maladie au cours de sa mission. Notamment parce qu'il avait contracté une maladie qui avait été provoquée par l'absorption d'eau non filtrée. Il avait donc été rapatrié en France et attaqué l'association au titre de cette obligation de sécurité en disant « mais en fait, moi, j'ai été exposé à des risques, ce n'est pas normal et je considère que l'employeur aurait dû m'avertir que je ne pouvais pas boire d'eau non filtrée et que je devais boire uniquement de l'eau en bouteille. » Bon. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, c'est extrêmement compliqué parce que c'est quand même de notoriété publique qu'à Haïti, l'eau du robinet n'est pas potable. On pourrait se retrancher derrière le fait que le salarié aurait dû savoir. Mais en réalité, quand on regarde les textes, quand on regarde l'esprit de l'obligation de prévention et surtout le changement de société dans lequel on est, on va vite comprendre que la Cour d'appel et la Cour de cassation ont appliqué ces notions à juste titre, en disant que c'est vrai, le salarié a été imprudent, ça c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais surtout quand on voyage aussi loin, qu'on a une responsabilité importante comme il l'a dans cette association, on prend des mesures. On essaie de se renseigner de là où on va. C'est ce que j'allais dire. L'imprudence, elle vient du fait que le salarié aurait certainement dû se renseigner un petit peu en amont sur le voyage qu'il allait effectuer. Ouais, c'est un gros voyage quand même. Mais Claire, le problème c'est que c'est la responsabilité de l'employeur de se comporter en bon père de famille. Ça, je suis d'accord aussi. Et donc, de facto, c'est à l'employeur qui envoie le salarié en mission à l'étranger d'accompagner le salarié dans ce voyage. On n'est pas tous en plus familiers avec les voyages, avec les mesures de sécurité, etc. Cette personne ne voyageait jamais. Donc Exactement. Donc c'était à l'employeur soit de lui faire une note de service pour lui dire attention à Haïti, voilà les mesures de sécurité sur l'environnement, sur la nourriture. Comment s'habiller. Exactement. Comment s'habiller, comment se comporter en société. Est-ce qu'on a le droit de sortir tard le soir ? Est-ce qu'on doit manger des crudités ? Ouais. Et est-ce qu'on peut boire de l'eau du robinet ? Et parce que l'employeur ne l'a pas fait, la Cour de cassation a donné raison en fait aux salariés en disant, en renvoyant en cour d'appel, parce que tu sais la Cour de cassation c'est vraiment le dernier échelon des juridictions. Elle a cassé l'arrêt de la première cour d'appel, donc on se retrouve de nouveau là en cour d'appel pour dire que la cour d'appel aurait dû rechercher si, indépendamment de l'imprudence du salarié, l'employeur avait mis toutes les mesures nécessaires pour accompagner le salarié dans son déplacement. Et je pense, mais bon, je n'ai pas la lecture de la prochaine cour d'appel, mais je pense que la cour d'appel, si elle applique cette obligation de prévention, elle ne va pas pouvoir neutraliser la responsabilité de l'employeur uniquement par l'imprudence du salarié. Donc l'employeur risque quand même d'être condamné par la violation de son obligation de sécurité.
Très bien. Merci pour ces deux histoires qui nous mettent dans le concret. Ça, c'est intéressant. On arrive un peu plus à concrétiser ce que tu nous racontes en termes de jurisprudence, qui n'est parfois pas tout le temps facile à comprendre. Et c'est pour ça que tu es là avec nous pour vulgariser tout ça. Exactement. Merci Héloïse Hérault, on se revoit très bientôt. Aujourd'hui, c'était donc un sujet sur la santé mentale au travail qui n'est plus une simple question de bien-être. On l'a vu, c'est une obligation légale. La jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises, l'employeur a un devoir de prévention et une responsabilité en matière de risques psychosociaux. Manquer à cette obligation peut engager sa responsabilité avec des conséquences lourdes, tant sur le plan juridique qu'humain. Alors, agissons ensemble pour un monde du travail où la santé mentale est une priorité. J'ai envie de dire, prenez soin de vous, mais prenez aussi soin de vos collaborateurs. Oui, prenez soin des autres aussi. Voilà. Merci à très Claire. bientôt. Merci beaucoup.